Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Il représente la légende de Pygmalion, qui a donné son nom à l'effet du même nom, l'effet Pygmalion. C'est pas Bigmalion, hein, c'est pas pareil. Effet Pygmalion qu'on appelle souvent effet Rosenthal maintenant. Mais pourquoi et de quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Comme Si. Selon la mythologie grecque, Pygmalion était un sculpteur qui habitait sur l'île de Crète. Un sculpteur extrêmement talentueux qui avait des mains si habiles qu'un jour, il a sculpté une statue représentant une femme tellement parfaite, tellement belle, qu'il est tombé amoureux de sa statue. Tellement amoureux de sa statue qu'il en a même conçu un certain dégoût des femmes, qui étaient pourtant très nombreuses à le courtiser sur cette île. Suite à une sombre histoire que je vous épargne, la déesse Aphrodite décide de donner vie à sa statue, et il épouse sa statue devenue femme. Et donc c'est ce que représente le tableau de Jérôme, qui représente le moment où Galatée prend vie. Vous pouvez l'observer en assez haute définition sur Internet, sur le site américain du musée où elle est exposée. On voit que le haut de la statue est en train de prendre une couleur chair, alors que les pieds sont encore pris dans le marbre, et progressivement, au fur et à mesure qu'elle se réveille, elle embrasse donc son Pygmalion. À partir de cette légende mythologique, on a donné pour nom l'effet Pygmalion, cet effet qui veut que lorsqu'on pense quelque chose, lorsqu'on voit les choses d'une certaine façon, lorsqu'on souhaite quelque chose, cela peut devenir réalité. Tout comme ici, le regard de l'amour a transformé la statue inerte en femme désirable. Dans les années 60, un psychologue américain nommé Rosenthal, Robert Rosenthal, a décidé de tester l'effet Pygmalion. Il a fait plusieurs expériences, dont deux sont restées assez célèbres. La première impliquait des rats, de simples rats de laboratoire, absolument banals, que Rosenthal a séparés en deux groupes. Il a amené le premier groupe à un premier groupe d'étudiants, et il leur a dit « Bon, les mecs... » En fait, je suis pas sûr qu'il ait dit « les mecs ». Voici un groupe de rats, extrêmement banal, c'est le groupe contrôle, en fait, il ne devrait pas faire des performances spécialement terribles, peut-être même moins que la moyenne, et il leur confie ce groupe de rats. Il va voir un deuxième groupe d'étudiants, il leur confie le deuxième groupe de rats, donc ce sont des rats absolument comparables, il leur confie le deuxième groupe de rats, et il leur dit « Les mecs, voici un groupe de rats génétiquement sélectionnés, à l'époque c'était très classe de dire génétiquement sélectionnés, qui devraient se distinguer particulièrement par leur performance. Et à ces deux groupes de rats, il leur demande de faire la même chose, c'est-à-dire de passer l'épreuve du labyrinthe, et il demande à ses étudiants de chronométrer en combien de temps, en moyenne, ils vont passer l'épreuve du labyrinthe. Eh bien, de façon tout à fait surprenante, le groupe de rats dont Rosenthal a dit qu'ils étaient nuls ont réellement été moins bons. Certains n'ont même pas quitté la ligne de départ, et le deuxième groupe a fait de bien meilleures performances. Quand il sort son papier, personne ne le croit. Du coup, l'expérience est reproduite un très grand nombre de fois, et à chaque fois, ça fonctionne. Alors, on peut rationaliser, on peut analyser un petit peu les choses en se disant, bon, les rats sont des mammifères, les mammifères ont des émotions, et il est très vraisemblable que le deuxième groupe de rats a été encouragé par les étudiants, ils leur ont parlé plus gentiment, ils ont suscité du coup moins de stress, moins d'hormones du stress, moins d'inquiétude, et du coup plus d'hormones positives comme l'ocytocine ou l'endorphine, qui ont tout simplement amélioré leur performance. Ok, qu'en est-il si on applique ça à des humains? Pour le savoir, Rosenthal fait une célèbre expérience à l'école. Il va dans une banlieue de San Francisco, une ville assez banale, pas très favorisée socio-économiquement, avec beaucoup d'immigration, pas très bien gérée, et une certaine précarité. Et il va dans une école, il va voir les profs, et il leur dit « Bon, les mecs, nous sommes une bande de psychologues, et nous voudrions faire une expérience sur les déterminants socio-économiques de la réussite. » Traduction? Oui, c'est-à-dire on voudrait voir si dans les élèves, il n'y aurait pas des surdoués, des gens extrêmement intelligents, mais qu'on ne remarquerait pas du fait du déterminisme socio-économique, c'est-à-dire les mauvaises conditions qui les empêchent de percer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les élèves d'un même niveau scolaire, on va leur faire passer un test de QI, on ne vous donnera pas les résultats, et c'est simplement pour pouvoir faire des statistiques par rapport à ça. Bon, d'accord, ils voient tous les élèves d'un même niveau, de plusieurs classes, ils font passer des tests de QI. Mais,
comme par hasard, une feuille de résultat, suite à une erreur d'adressage, se perd en salle des profs. Et puis comme par hasard, un certain nombre d'élèves voient leur QI artificiellement augmenter. Donc nous sommes dans la situation suivante, les profs ont des résultats qu'ils savent qu'ils ne sont pas censés avoir, et dans lesquels ils ont les noms d'un certain nombre de leurs élèves qui seraient plus doués que les autres. Que se passe-t-il à la fin de l'année? Eh bien, à la fin de l'année, non seulement les élèves en question ont de meilleurs résultats, mais encore mieux, on refait passer un test de QI et leur véritable score de QI a réellement plus augmenté que celui des autres élèves. Ça vous épate, hein? Il a écrit un livre suite à cette expérience, qui est hélas un livre complètement épuisé et très difficile à se procurer, qui s'appelle Pygmalion à l'école, et dans lequel il relate cette expérience. Par contre, on trouve plus facilement un certain nombre d'articles qui évoquent ce genre d'expérimentation. Bien entendu, comme toute expérience scientifique, on pourrait critiquer en partie la méthodologie, mais le problème n'est pas là. Le point important de ces expériences est que lorsqu'on a une attente envers quelqu'un, et c'est particulièrement vrai si on a une relation de hiérarchie avec cette personne, quand on a une attente de quelqu'un, on peut le regarder d'une certaine façon qui a une influence et qui fait qu'il acquiert cette caractéristique. Alors c'est une expérience tout à fait épatante, mais dont le principe a été validé un grand nombre de fois. Rosenthal lui-même avait fait une espèce de revue de littérature au début des années 90, et il avait trouvé plus de 400 études qui corroboraient cet effet-là. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisantes. De façon un peu plus large, c'est une idée qui s'inclut dans une théorie qu'on appelle le constructivisme. Alors qu'est-ce que le constructivisme? C'est une théorie qui veut que les réalités que nous percevons sont très largement construites. Elles sont le produit de nos propres projections. Et la partie sociale, c'est-à-dire la partie interactionnelle, psychologique du constructivisme, qu'on appelle le constructivisme social, on l'appelle aussi le constructionnisme. Pardon pour les nuances de vocabulaire, mais des fois, ce sont des mots un petit peu barbares. Philosophiquement, tout ça s'inclut beaucoup dans ce qu'on a appelé les courants postmodernes de philosophie. Pour ceux qui sont intéressés, évidemment, vous pouvez aller creuser chez Foucault, Deleuze, Derrida et un certain nombre d'autres philosophes. Alors, les implications sont multiples. On peut déjà souligner qu'il y a un constructivisme hard qui, lui, voit absolument tout comme des constructions et comme des projections de nos esprits, c'est-à-dire y compris les sciences dures, y compris tous les éléments du réel. Il y a un constructivisme plus soft qui limite ce genre de phénomène. Et on peut dire que le constructionnisme social en est un exemple. C'est-à-dire qu'au minimum, les phénomènes psychologiques, les phénomènes sociaux, les phénomènes interactionnels sont largement, très largement influencés par la façon dont on regarde la réalité. Des implications aussi politiques. Il y a un certain nombre d'idées ou d'idéologies qui ont été très influencées par la question du constructionnisme. Si on pense par exemple au féminisme, le féminisme, globalement, qui est la volonté que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes chances que les hommes, c'est aussi en partie construit sur l'idée que les différences entre les hommes et les femmes, les différences entre les genres, étaient largement des constructions. Les idées de différence, voire de supériorité d'un genre sur un autre, étaient largement issues de constructions, et une partie du féminisme consiste aussi à déconstruire les constructions. Les exemples sont infinis. Alors bien entendu, la question du constructionnisme a eu une grande influence aussi en psychothérapie, et notamment dans les thérapies brèves, dont je vous parlerai dans quelques épisodes. Les thérapies brèves se sont en partie construites sur l'idée que le problème n'était pas la réalité uniquement, mais également la façon dont on la regarde, et que la thérapie pouvait consister à changer son regard sur cette réalité. Ce sont donc des idées qui vont beaucoup nous servir en psychothérapie, mais auxquelles on pourrait prêter attention aussi dans notre vie en général. C'est sûrement ce genre d'idée qui a fait dire à l'écrivain Aldous Huxley que la réalité n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Cette phrase à elle seule pourrait justifier le titre de cette chaîne YouTube. Vous voyez, la vie, c'est un peu comme si...